L'association In Vivo au sein du vivant vous emmène vers un pays proche de la France, la Bretagne, et plus précisément dans le Finistère, à Douarnenez. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des événements qui auront une répercussion nationale dans cette ville au début du XXe siècle. Une belle grève de femmes victorieuses, une élection en mai 1925 d'une femme ouvrière au conseil municipal de la ville, alors que les femmes n'ont pas le droit de vote en France à cette époque. Et pour rendre compte de ces faits, nous avons utilisé des sources d'historiens. Les quelques citations que nous évoquerons sont issues des rapports de police de l'époque. Alors, bon voyage dans le passé, que nous avons conçu comme un hommage à ces ouvrières. Il fait encore nuit, elles sortent et frissonnent, le bruit de leurs pas dans la rue résonne. Il fait encore nuit, elles sortent et frissonnent, le bruit de leurs pas dans la rue résonne. Écoutez, bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez, bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines. À 10 ou 12 ans sont encore gamines, et déjà pourtant elles entrent à l'usine. À 10 ou 12 ans sont encore gamines, et déjà pourtant elles entrent à l'usine. Écoutez, sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines. Du matin au soir, nettoient leurs sardines, et puis les font frire dans de grandes bassines. Du matin au soir, nettoient leurs sardines, et puis les font frire dans de grandes bassines. Écoutez leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines. Malgré leur travail, n'ont guère de salaire, et bien trop souvent vivent dans... Aborder l'histoire des peines sardines, des sardinières, nous allons évoquer le conflit des ouvriers ferblantiers-boîtiers qui font partie intégrante de la filière. Et ce sera un conflit qui durera assez longtemps, concernant les salaires bien sûr, et surtout contre la mécanisation de leur métier. Alors au XVIIIe siècle, l'essor de la pêche est assez limité. Malgré un riche vivier de sardines dans la baie et les fonds voisins, les marchés se trouvaient trop loin pour pouvoir vendre le poisson. De ce fait, quand la technique de la conservation des aliments fut inventée par M. Appert, l'apertisation, et ensuite les boîtes en fer blanc qui remplacèrent les bocaux de verre, ça facilita très, très largement l'activité de la vente de poissons. Le Nantais Joseph Collin, qui est un nom prédestiné pour s'occuper de poissons, mais confiseur de son métier, créa et développa des usines sur les côtes bretonnes dès le début du XIXe siècle. À la fin du XIXe et au début du XXe, les ferblantiers-boîtiers fabriquaient et soudaient les boîtes de sardines. Les patrons réunis dans une sorte de syndicat qu'on pourrait comparer au MEDEF d'aujourd'hui décident une baisse des salaires et la fabrication des boîtes par une machine. Et là, ce sera immédiatement une réaction, une riposte ouvrière très forte. Le 20 décembre 1894, les soudeurs de l'usine Saupiquet refusent de souder les couvercles de 1600 boîtes fabriquées à la machine par l'usine Gantier à Douarnenez. Le travail des boîtes mécanisées, certes, nécessite maintenant, avec la machinisation des boîtes, 4 ouvriers seulement, au lieu de 10 précédemment. Et le 22 décembre, soutenus par la population, les salariés manifestent au cri de « À la mer, la machine à Gantier !» En 1895, le conflit s'amplifie. Le 23 janvier, les travailleurs refusent totalement les boîtes fabriquées à la machine. Mais malgré la succession de toutes ces manifestations, la grève sera un échec et le travail reprend le 11 février. Et cet échec, toutefois, n'entamera pas la combativité des soudeurs. En septembre de la même année, les soudeurs de 8 entreprises entrent en grève pour les salaires. Et cette fois-ci, ils obtiennent satisfaction avec une augmentation de 25%. Alors, toutes ces actions ont fait comprendre la nécessité d'être organisés,
Et les ferblantiers se syndiquent. La CGT est créée cette même année en France en 1895, septembre 1895. Et cette CGT se fixe trois tâches fondamentales: la lutte de classe, la double besogne d'action pour le quotidien et pour la transformation sociale, l'indépendance vis-à-vis des partis, des églises, de l'État et du patronat. Au mois de mars 1896, 5 chambres syndicales des ouvriers ferblantiers boîtiers sont créées dans le Finistère, puis dans le Morbihan et dans la Loire-Atlantique. La deuxième moitié du 19e est marquée en France également par de nombreuses grèves, particulièrement dans les mines de charbon. La situation est évoquée dans un livre très célèbre d'Émile Zola, Germinal, qui s'inspire des grèves minières du Nord de 1869. Qu'est-ce qu'une grève? Une grève, c'est un arrêt collectif et concerté du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles. Il faut noter que le Code civil de 1810, qui définit le délit de coalition pour les ouvriers, tout gréviste peut être puni d'emprisonnement de 1 à 3 mois et les meneurs d'une peine de prison de 2 à 5 ans. En 1849, ce délit de coalition est confirmé. Toutefois, en 1864, la grève n'est plus considérée comme un délit, mais comme une faute contractuelle pouvant entraîner la rupture du contrat de travail. La loi de 1884 établit la libre constitution des syndicats sans autorisation de l'État. Et enfin, le droit de grève ne sera inscrit dans la préambule de la Constitution qu'en 1946. Alors, pour en revenir à nos soudeurs, les actions ne se font pas attendre. Les mois de juillet et août commencent par 9 grèves dans le Finistère. Les revendications portent sur les augmentations de salaire, plus 0,25 francs ou parfois 0,35 francs pour 100 boîtes selon la taille des boîtes, et une retenue préventive de 10% au lieu de 25%. Alors qu'est-ce que c'est que cette retenue préventive? Eh bien, elle est effectuée sur la paye et reversée en fin de saison après défalcation des malfaçons. Voilà, donc les soudeurs demandent 10 au lieu de 25%. Les autres revendications sont bien sûr le refus de la mécanisation et également un seul apprenti pour 15 ouvriers après un apprentissage de 3 ans. Les patrons embauchaient beaucoup d'apprentis pour réduire le nombre d'ouvriers. Alors à propos des apprentis, qu'en est-il du travail des enfants? Le travail des enfants est encore très largement répandu malgré les lois de 1841, 1874 et 1892 qui avaient augmenté l'âge minimum théorique du travail des enfants de 8 ans à 12 ans. Et la durée maximale par jour passée de 12 heures à 11 heures. On avait réduit d'1 heure. Alors, pour revenir aux boîtiers ferblantiers, ils entendent que tous les points évoqués, à savoir l'augmentation du prix à la boîte, aux 100 boîtes, que la retenue ne soit plus de 25% et de 10%, que le nombre d'apprentis ne soit que pour un apprenti pour 15 ouvriers, et que les machines soient stoppées, ils demandent que tout ça soit valable jusqu'au 1er juillet 1897. La grève la plus dure se déroule à Douarnenez et toujours avec le soutien de la population. Certains journaux s'en prennent aux grévistes. Le Courrier du Finistère ou l'Étoile de mer, journal catholique, tentent de les opposer aux marins. Ce sera un échec car, après peut-être une période d'hostilité, les marins comprennent qu'ils ne peuvent plus vendre leurs poissons et ils finissent par s'unir aux grévistes contre les patrons à Douarnenez. Dans la quasi-totalité des cas, les ouvriers soudeurs obtiennent satisfaction sur les salaires. Pour les apprentis et la mécanisation, les patrons s'engagent seulement jusqu'au 1er mai 1897. Cette modernisation est assez inéluctable. Malgré cela, durant encore quelques années, il y a des grèves, souvent longues, très dures, et qui sont déclenchées par les soudeurs.
notamment en mai 1902. Une grève qui va durer 88 jours est émaillée de heurts parfois violents et d'une manifestation toujours soutenue par la population, comme le 14 juillet, où l'usine Masson sera totalement saccagée. L'annonce avait été faite qu'elle fabriquerait des boîtes soudées, garnies de poissons et d'huile. Et là, cela rendait inutile le travail des ferblantiers boîtiers. Mais malgré toutes ces luttes, la mécanisation devient une réalité. La sardine est pêchée l'été, est saisonnière et doit être préparée très fraîche, obligeant les ouvrières à travailler de jour comme de nuit. Les heures de nuit valant celles de jour. Comme dans de nombreux métiers difficiles, les ouvriers, ouvrières, les paysans, paysannes chantent ensemble en travaillant, à la fois pour se stimuler et se tenir éveillés. Et il en faut du courage. Une main poisseuse s'est saisie d'une sardine, lui tranche la tête, l'évide, la trempe dans la saumure, la frit dans l'huile et la met en boîte dans des conserves en fer blanc. À Douarnenez, au tournant du XXe siècle, cette scène se répète à la chaîne, chaque jour à l'intérieur d'usines appelées conserveries. 40 millions de boîtes de sardines y sont produites, rien que sur l'année 1900. Les femmes en usine. À 12 ans, souvent 10 pour les fillettes nées avant la Première Guerre mondiale, elles prennent le chemin de l'usine. Extrait du livre Les ouvrières de la mer, histoire des sardinières du littoral breton, d'Anne-Marie Dénès-Martin, aux éditions L'Harmattan. Si les conditions de travail sont très dures, que ce soit pour les ouvriers ou les pêcheurs, la situation est encore plus dramatique lorsque le poisson vient à manquer, comme à l'automne 1902. C'est un événement naturel, mais les pauvres sont en grande difficulté car ils n'ont bien sûr pas de réserve pour tenir. C'est le chômage pour les ouvrières des conserveries et pour les pêcheurs. C'est la misère. Les municipalités sont amenées à mettre en place des distributions de vivres, des soupes populaires, et à Douarnenez, à Penmarck, et même les journaux parisiens s'en font l'écho. Des collectes sont organisées pour venir en aide aux Bretons. Le travail dans les fabriques a toujours été saisonnier. Pendant la crise, les sardinières se raccrochent à leur activité complémentaire de dentelière. Si la grève de 1924 a beaucoup marqué les esprits, ce n'est pas le premier conflit qu'a connu Douarnenez. Peu de temps après la crise de la sardine de 1902, les conditions de travail et de rémunération amènent les marins et les ouvrières des conserveries à se battre en commun contre les usiniers. Les marins demandent une augmentation du prix de la sardine pêchée et les ouvrières, elles veulent en finir avec le paiement au mille, c'est-à-dire aux 1000 sardines, pour obtenir un règlement à l'heure. Menée par une employée, une certaine Eulalie Belbéoche, 1850-1926, laquelle n'a pas la langue dans sa poche. Elle revendique un paiement à l'heure. Commencé en janvier, le conflit se prolonge jusqu'au 23 août. Elles obtiennent gain de cause et sont payées 0,80 francs de l'heure, soit 3 €. Victoire! Mais ce maigre salaire ne leur permet guère de sortir de la misère. Surtout qu'il n'évoluera plus. 19 ans après cette première grève, la rémunération reste la même, alors qu'1 kilo de beurre coûte 15 francs. Pour l'instant, elles sont payées, chaque 1000 sardines est tétée et mise en boîte, mais elles contestent la plupart du temps le compte qui est fait par les usiniers et elles estiment qu'on leur vole leur travail. En 1905, l'industrie de la conserverie de poissons, et en particulier la sardine, demande encore de nombreuses manipulations. On n'en est pas encore à la mécanisation qu'on peut connaître aujourd'hui. Afin de réduire les coûts, les usiniers ont recours massivement à la main-d'œuvre féminine, comme on le fait d'ailleurs dans bien des industries, puisque les salaires des femmes sont d'1 tiers inférieurs à celui des hommes. D'ailleurs, depuis le début du XIXe siècle, il faut noter que les femmes ont toujours représenté 1 tiers de la population active, contrairement à une idée très répandue selon laquelle les femmes ne seraient rentrées sur le marché du travail que tardivement après la Deuxième Guerre mondiale. Au XIXe siècle, 1 femme sur 2
en âge de travailler travaille à l'extérieur de sa maison, ou en tout cas en dehors de son travail domestique à la maison. Ce chiffre, qui avait légèrement diminué au début du XXe siècle, a augmenté à nouveau après la Deuxième Guerre mondiale, et aujourd'hui, ce sont 7 femmes sur 10 en âge de travailler qui sont sur le marché du travail. Mais les sardinières sont exploitées, sont donc très mal payées, elles ont des conditions de travail difficiles, ce qui malheureusement ne les amène pas à s'organiser très facilement. C'est difficile pour elles d'aller vers une organisation de type syndical. Pourtant, en janvier 1905, à Douarnenez, une grève commence et un syndicat ouvrier est mis en place. À la fin du conflit, sur 30 usines, il comptera plus de 1000 fédérés. Pourtant, les sardinières subissent des pressions importantes. Dans son livre « Lutte politique et sociale à Douarnenez », Maurice Lucas en évoque quelques-unes. Licenciement des meneuses, campagne de calomnie accusant les femmes qui se rendent aux réunions syndicales d'y aller pour coucher, tout simplement. Le clergé n'est pas en reste. Il déclare refuser l'absolution et tous les sacrements aux femmes soupçonnées de vouloir le paiement du travail à l'heure. Il ne faut pas oublier que 1905 est une date importante en France puisqu'elle correspond à la loi de séparation des églises et de l'État. Malgré cela, les femmes ne vont pas se laisser impressionner. Elles continuent de vouloir défendre leurs droits. Eulalie Belbéoc déclare par exemple lors d'une réunion syndicale « Je suis enfant de Marie, je crois en Dieu, personne ne m'empêchera de pratiquer. Néanmoins, je suis venue à votre syndicat parce que les patrons qui se disent religieux ne le sont pas. Ce qu'ils prouvent, c'est qu'ils nous ont volés. Je suis venue au syndicat parce que je crois que le travail à l'heure est le seul moyen de ne pas être volé. Faites comme moi, syndiquez-vous pour soutenir vos intérêts, mais sans renoncer à vos croyances. » Les patrons accusent les agitateurs et les femmes qui les suivent de créer la misère dans le pays. Angelina Godinec, une autre sardinière, leur répond. Qui cause la misère dans ce pays? Ceux qui réclament pour les ouvrières une légère augmentation de salaire ou les usiniers qui édifient des fortunes colossales en payant à ces femmes des salaires qui n'atteignent pas parfois 80 francs pour une année de travail? Je rappelle que le travail de sardinière était un travail saisonnier qui durait quelques mois. C'est pour ça que, au-delà des salaires très faibles, eh bien, le revenu annuel était encore plus faible. Dites si ces 80 francs sont suffisants pour assurer une existence convenable à une femme pendant toute une année. Nous ne demandons pas à habiter des hôtels somptueux comme nos patrons, à avoir de belles robes comme leurs femmes. Nous ne demandons pas à passer notre temps à la chasse ou en voyage à Paris ou ailleurs. Nous demandons du pain et encore, comme quantité, le strict nécessaire. Nous affirmons de nouveau que si les usiniers veulent maintenir le travail au mille, c'est que ce mode de travail leur permet de nous voler 30 à 40% de notre travail. Les fabricants répondent, eux, que la rémunération au mille stimule l'initiative, alors que le travail à l'heure ne profite qu'aux paresseuses et aux maladroites. Pour montrer que la revendication du paiement à l'heure n'est pas celle des ouvrières, mais celle des agitateurs politisés, les usiniers décident de mettre en place un référendum. Ce référendum a lieu, mais le résultat n'est pas celui qu'escomptaient les usiniers. 97% des ouvrières se prononcent pour le salaire à l'heure et 2% contre. Après 8 mois de conflit, la grève se termine en août 1905. Les ouvrières seront désormais payées à l'heure, au tarif de 0,80 francs. C'est une victoire pour les sardinières, même si les usiniers parviennent à introduire un principe de catégorie ouvrière qui entraîne des différences d'horaire et de salaire. Les syndicalistes sont écartés de l'entreprise et des non-pratiquantes ne retrouvent pas de travail. Cependant, 1905 peut vraiment être considéré comme une répétition de ce qui va se produire 20 ans plus tard. En 1909, Jean Jaurès vient à Douarnenez et dans un discours devant plus de 800 personnes, ce
qui est une foule considérable pour cette petite ville, il évoque la victoire de 1905 et en fait le compte-rendu dans le journal socialiste Le Cri du Peuple du 13 novembre 1909. Rappelons que Jean Jaurès sera assassiné le 31 juillet 1914. Nous sommes maintenant 20 ans plus tard, dans les années 1924 et 1925, pour parler de la révolte des Sardinières de Douarnenez, la plus connue. Alors, c'est quoi les Sardinières de Douarnenez? C'est surtout un symbole de lutte de classe. Qui sont-elles? Les références littéraires et politiques qui désignent ces femmes et la Grande Grève de 1924 sont nombreuses. Elles sont devenues des symboles dans la mémoire collective et auront marqué l'histoire de la Bretagne. Au XIXe siècle, Douarnenez, ville du Finistère, s'industrialise et prospère grâce au commerce de la sardine. En Bretagne, l'activité de pêche et les conserveries se sont donc rapidement développées, avec durant l'entre-deux-guerres 132 usines de sardines sur 160 en France. Le port de Douarnenez, quant à lui, s'affirme comme principal centre sardinier de la côte et capitale de l'industrie de la conserve. Alors les pennes sardines, dans les années 1920, ce sont plus de 2000 femmes qui travaillent dans les conserveries dans des conditions quasiment identiques à celles du début du siècle, à commencer par le taux horaire qui est de 0,80 francs gagné en 1905, donc plus de 20 ans. On les appelle en breton les pennes sardines, ce qui signifie tête de sardine, à cause de la coiffe qu'elles portent ou qu'elles doivent porter pour qu'elles travaillent. Cette coiffe de Douarnenez sera issue d'une coiffe paysanne de la côte du Cap Sizun, qui est importée en Somme lors de la forte vague d'émigration rurale dans les années 1860-1870. Les conserveries où elles travaillent sont aussi appelées fritures. Friture parce qu'il faut frire les sardines dans l'huile avant la mise en boîte. Ces fritures développeront l'emploi des femmes dans la région. On entend dans les conserveries les sardinières chanter pour oublier leurs conditions de travail. Et ces chants font partie du patrimoine historique et culturel de Douarnenez. Écoutons-les. Elles sortent et frissonnent, le bruit de leurs pas dans la rue résonne. Il fait encore nuit, elles sortent et frissonnent, le bruit de leurs pas dans la rue résonne. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les pennes sardines. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les pennes sardines. À 10 ou 12 ans sont encore gamines, mais déjà pourtant elles entrent à l'usine. À 10 ou 12 ans sont encore gamines, mais déjà pourtant elles entrent à l'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les pennes sardines. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les pennes sardines. Du matin au soir, nettoie les sardines et puis les font frire dans de grandes bassines. Du matin au soir, nettoie les sardines et puis les font frire dans de grandes bassines. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les pennes sardines. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les pennes sardines. Tant qu'il y a du poisson, il faut bien s'y faire. Il faut travailler, il n'y a pas d'horaire. Tant qu'il y a du poisson, il faut bien s'y faire. Il faut travailler, il n'y a pas d'horaire. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà
voilà les ouvrières d'usine, écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines. À bout de fatigue pour pas s'endormir, elles chantent en chœur, il faut bien tenir. À bout de fatigue, il faut pas dormir. Elles sont tout en cœur, il faut bien tenir. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines. Malgré leur travail, n'ont guère de salaire, et bien trop souvent vivent dans la misère. Malgré leur travail, n'ont guère de salaire, et bien trop souvent vivent dans la misère. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines. Un jour tout ensemble, ces fameux se lèvent, à plusieurs milliers se mettent en grève. Un jour tout ensemble, ces fameux se lèvent, à plusieurs milliers se mettent en grève. Écoutez le bruit de leurs sabots, écoutez gronder leur colère. Écoutez le bruit de leurs sabots, c'est la grève des sardinières. Écoutez le bruit de leurs sabots, écoutez gronder leur colère. Écoutez le bruit de leurs sabots, c'est la grève des sardinières. Dans la ville rouge, on est solidaire, et de leur victoire, les fameux sont fiers. Dans la ville rouge, on est solidaire, et de leur victoire, les femmes sont fières. Écoutez le bruit de leurs sabots, écoutez gronder leur colère. Écoutez le bruit de leurs sabots, c'est la grève des sardinières. Écoutez le bruit de leurs sabots, écoutez gronder leur colère. Écoutez le bruit de leurs sabots, c'est la grève des sardinières. À Douarnenez, depuis ce temps, rien ne sera plus jamais comme avant. À Douarnenez, depuis ce temps, rien ne sera plus jamais comme avant. Écoutez le bruit de leurs sabots, écoutez gronder leur colère. Écoutez le bruit de leurs sabots, c'est la victoire des sardinières. Écoutez le bruit de leurs sabots, écoutez gronder leur colère. Écoutez le bruit de leurs sabots, c'est la victoire des sardinières. Vous avez vu, dans cette vidéo, il y a quelques photographies des postes de travail des peines sardines. Alors, dans ces usines, le travail est irrégulier, il est soumis à l'arrivée des bateaux, il est saisonnier entre le mois de mai et le mois de septembre. Il fait suite à plusieurs journées chômées et qui se succèdent à de longues journées de travail qui peuvent aller de 16 heures à 18 heures de travail par jour. On travaille très tôt le matin et très tard dans la nuit. Toutes les filles se plaignent de l'attente, des fatigues du travail nocturne, des heures supplémentaires payées au taux horaire normal de 0,80 francs. Rappelons qu'en théorie, le travail de nuit de 21h à 5h du matin est interdit aux filles et aux femmes de moins de 21 ans, et ce depuis 1892. Et que le principe de la journée de 8 heures a été voté le 23 avril 1919 pour une semaine de 48 heures. Il est toutefois possible, dans certaines conditions, de faire travailler plus longtemps, mais aucune majoration des heures supplémentaires n'est prévue. Ainsi, les ouvrières attendent le retour des chaloupes sur un petit champ aux abords de l'abri du marin, qui est une maison qui sert d'accueil, de conseil, de repos pour les pêcheurs. Et là, pour vous montrer toute la considération que peut porter un usinier à ses ouvrières, une d'entre elles nous cite une des réflexions d'un usinier, M. Louis Le Guillou de Pénaros, qui a été maire de Douarnenez en 1912, qui a été également sénateur en 1914. Et il passait et leur disait « N'écrasez pas trop l'herbe parce que vous en aurez peut-être besoin, les femmes. Vous serez peut-être obligés de la brouter. » La haute saison de la sardine se situe de mai à août. Les inspecteurs de l'instruction se plaignent alors que les écoles se vident, comme elles se vident dans nos campagnes au moment des travaux des champs. Les lois sur le travail des enfants, votées à la fin du XIXe siècle, prévoient pourtant
que l'on peut employer un enfant que s'il peut présenter un certificat de fin d'études primaires établi par le maire de sa commune. Mais certaines tâches ne demandant pas d'effort physique démesuré, de nombreuses ouvrières se rendent à l'usine avec leurs enfants et les enfants vont participer à l'activité, créant un salaire complémentaire pour ces familles qui vivent déjà très chichement dans les cités sardinières. Contrairement, encore une fois, à la loi, le travail se prolonge quelquefois bien tard dans la nuit. Normalement, les femmes ne devraient pas travailler de 21h à 5h du matin. Mais les usiniers mettent en avant la saisonnalité, la nécessité d'aller très vite vers la mise en boîte parce que le produit est périssable, et donc obtiennent des dérogations. Et donc les femmes travaillent la nuit et les enfants aussi. En 1924, les sardinières gagnent toujours 0,80 francs de l'heure, comme en 1905. Aucun changement pendant 20 ans. À cette époque, le kilo de porc coûte 9 francs, ce qui représente 11 heures de travail. Un kilo de légumes secs coûte 3 francs, soit 4 heures de travail. Si l'on fait la comparaison avec aujourd'hui, ça nous ferait du porc à 104 € le kilo et des haricots secs à 38 € le kilo. Alors, pour compenser les faibles taux horaires, les ouvrières cherchent à travailler plus longtemps, ce qui intéresse les patrons, bien sûr. Pourtant, la loi sur la journée de 8 heures et la semaine de 48 heures a été votée en 1919. Mais elle est lettre morte pour les sardinières. Les usiniers mettent en avant donc cette saisonnalité de l'activité et donc ils oublient aussi la notion de rémunération majorée pour les heures supplémentaires. La grève de 1924 va marquer les esprits par son ampleur et dépasse vite le cadre local. Une fois de plus, eh bien, elle est relayée au niveau national par les journaux. Le mouvement commence aux établissements Carnot le 20 novembre 1924. Il rassemble à la fois les sardinières et les manœuvres, donc des hommes et des femmes qui vont faire en sorte d'étendre le conflit à d'autres conserveries grâce à la mise en place d'un comité de grève qui réclame très vite une revalorisation salariale. Les ouvrières demandent pour leur part une rémunération de 1,25 franc de l'heure au lieu des 0,80 francs. Pemp real avo signifie en breton ce sera 1,25 franc. Pemp c'est 5 et 1 real est égal à 0,25 franc. La fonction des inspecteurs du travail a été définie par la loi du 2 novembre 1992. Ces inspecteurs sont autorisés à rentrer dans les établissements, à voir tout le personnel qui y travaille et également à consulter tous les documents qui sont relatifs à ce personnel. Alors, dans les usines, eh bien, on cache les enfants puisqu'ils n'ont pas le droit d'être là et on fait ce qu'on appelle le trou à sel, on les met dans le trou à sel, qui était probablement un lieu utilisé pour la fabrication des sardines, et on les met là pendant que les inspecteurs sont présents. Un des inspecteurs à cette époque note que la main-d'œuvre ne représente même pas 6% du prix mis en œuvre pour les conserves de sardines. Selon lui, les patrons disposent donc d'une très large marge pour relever les salaires. Pendant 6 semaines, les pennes sardines déambulent dans la ville, s'arrêtant devant chaque usine pour entonner leur mélodie favorite, souvent l'internationale. Chaque jour, les grévistes se rassemblent sous les halles de la ville afin de discuter de la suite des événements. Un comité de grève est élu avec 6 femmes sur 15 membres pour négocier avec les représentants du patronat. Les sardinières rejointes par des soutiens locaux et nationaux représentent 73% des grévistes.
La parole politique se libère chez les femmes alors que le patronat refuse toujours de céder aux demandes des sardinières. De nombreux affrontements ont lieu, la tension est vraiment à son apogée, surtout lorsque les usiniers font venir des briseurs de grève. Ces derniers provoquent un affrontement avec le maire de Douarnenez, Daniel Leflanchec, qui luttait aux côtés des sardinières et qui est blessé. Daniel Leflanchec est membre du Parti communiste français, du jeune Parti communiste français, issu de la scission de la SFIO pour la création de la SFIC, section française de l'Internationale communiste. Il succède à Sébastien Velli, qui lui était élu en 1921 également sur une liste communiste. Les sardinières ont très bien compris que dans la chaîne de la vente du poisson, elles étaient déterminantes et que sans elles, les pêcheurs, bien sûr, ne peuvent plus travailler car le poisson, il ne peut pas être conservé. Elles ont très bien compris leur rôle et pendant ces 6 semaines, la grève paralyse l'économie de la ville qui vit uniquement des ressources halieutiques. Une femme aura un rôle déterminant dans l'organisation et l'encadrement du mouvement des sardinières. Il s'agit de Lucie Colliard. Lucie Colliard est originaire d'un milieu modeste de Haute-Savoie. Elle est âgée de 47 ans, institutrice de montagne. Elle a été révoquée en 1917 en raison de son pacifisme et elle a été condamnée à 2 ans de prison. Arrivée en novembre 24 à Douarnenez, elle fréquente les halles de la ville pour animer les réunions où les femmes et les filles sont particulièrement présentes. Elle est membre de la CGT-U et du Parti communiste français. Elle est également accompagnée de Charles Tillon. En effet, la CGT, créée en 1895, a connu des tensions autour des positions prises avant et pendant la Première Guerre mondiale. Des militants lui reprochaient, entre autres, sa politique de l'Union sacrée. Ce qui a amené en décembre 1920 la scission entre la SFIO et la SFIC et fin 1921 la scission du syndicat et la naissance de la CGTU où Lucie Colliard est déléguée permanente de la condition féminine. Finalement, le 6 janvier, les patrons finissent par céder sur presque toutes les revendications. C'est ce qu'on appelle l'accord de Douarnenez. Il stipule que désormais, le salaire sera de 1 franc pour les femmes et 1,50 franc pour les hommes. Deuxièmement, conformément à la loi, qu'il sera majoré de 50% au-delà de 10 heures consécutives et en cas de travail de nuit. Que le principe de la journée de 8 heures sera appliqué, que les heures d'attente seront payées et que les salariés ne pourront pas être sanctionnés pour fait de grève ou pour activité syndicale. Bien sûr, le salaire horaire de 1 franc n'est pas ce que réclamaient les sardinières, puisqu'il est inférieur aux 1,25 franc demandé, mais on peut dire qu'après 47 jours de grève, les sardinières, ces filles incultes et baragouineuses, ont vaincu l'implacable patronat. L'une des sardinières ayant pris part à ce conflit, Joséphine Pencalette, 1886-1972, connaîtra un destin particulier. Alors même que les femmes n'ont ni le droit de vote, ni le droit d'être élues, en mai 1925, elle se présente sur la liste de la SFIC, section française de l'Internationale communiste, conduite par Daniel Leflanchec, le maire qui a soutenu la grève des sardinières. Les hommes peuvent voter depuis 1848, mais pour les femmes, ce n'est pas le cas. Les femmes sont exclues de la citoyenneté politique. Mais, dans le cadre des municipales, la loi électorale de 1884 prévoit qu'on vérifie a posteriori l'éligibilité des élus. Joséphine Pencalette, elle est en 4e position, tout en sachant qu'ensuite la préfecture annulera cette élection, mais qu'on ne peut pas l'empêcher d'être déclarée élue. C'est la première femme proclamée élue en Bretagne,
et même quasiment en France. Pour se mettre en avant, pour pouvoir accepter, enfin je ne sais pas si elle a accepté vraiment, mais être portée par la population douarneniste pour en arriver à être élue, je pense qu'elle a su leur parler, sûrement. Joséphine Pencalette, c'est en quelque sorte une pionnière, qui ne se voulait certainement pas pionnière, qui était quelqu'un d'assez modeste, hein, qui ne souhaitait pas être mise en avant à titre personnel, mais c'est un symbole. C'est le symbole d'une femme qui s'engage en politique, qui est ouvrière d'un petit port de la Bretagne, qui a connu l'exode rural à Paris, qui est devenu domestique pour pouvoir survivre, qui a connu des difficultés économiques importantes et qui s'est battue toute sa vie pour ce qu'elle appelait la dignité des êtres humains et des femmes. Concernant le droit de vote, le chemin sera encore long pour les femmes françaises. Si les Néo-Zélandaises ont obtenu le droit de vote en 1893, les Anglaises en 1918, les Mongoles en 1924, le droit de vote ne sera accordé aux femmes qu'en 1944.